et salut des pieds jusqu'à la tête de la mode à la culture. Version française vous rhabille avec les tendances d'aujourd'hui et de demain. Et c'est tout de suite. Hervé Obligy n'a pas un cœur de pierre, il nous fait découvrir son savoir-faire de sculpteur lapidaire au travers de ses créations. Si les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, ce n'est pas le cas pour Michel Vivien. Il ravit tous les pieds avec des jolis souliers. Si vous rêvez de blanc, de grandes traînes et de délicieux gâteaux pour le jour J, vous êtes au bon endroit avec notre repérage pour futurs mariés. D'un blog DIY à la création de vêtements, Lisa Gachet, la créatrice de Make My Lemonade, nous ouvre ses portes. Bon pour la tête, beau pour les yeux, le tout en version 100% française, c'est Point de Vue. June Paris met de la bonne humeur et du Made in France dans ses couches. Une traçabilité limpide, des motifs rigolos pour les popotins des plus petits et le tout 100% fabriqué dans l'Hexagone. Plutôt marinière assortie à la vôtre, motif pingouin à écharpe ou renard pour l'automne, voilà nos chers bombins rhabillés et au sec pour l'hiver. Vous voulez rejouer le bon, la brute et le truand ou encore faire croire à vos amis que vous êtes au plein cœur d'un western américain, pas la peine de traverser l'Atlantique, direction Rustel. Ce décor lunaire est appelé le Colorado provençal. Le site semi-naturel de 30 hectares était anciennement exploité par les Aucriers, parfait pour les shootings improvisés. Une information critique et engagée, claire et illustrée, c'est la revue Dessinée. Ce trimestriel présente enquêtes et reportages d'actualité sous forme de BD et strips créés de concert par des binômes de journalistes et dessinateurs. Tous les 3 mois, on découvre l'actualité défrichée, mais aussi des dessins originaux. Alors maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas lire la presse. Grâce à des lasers façon Superman, rien ne résiste aux petites découpes. Bois, métal, plexiglas, tissu, ici la précision est de rigueur. Que ce soit pour le grand public avec de la déco ou de jolis bijoux ou pour les professionnels avec des enseignes originales, ici ça coupe et ça découpe pour le plaisir des yeux. Exit l'idée du caillou rond et gris, Hervé Obligy travaille la pierre comme personne, stylo ou table monumentale, voyage au centre de la Terre. Cristal de roche, lapis lazuli ou encore aventurine, nous sommes dans l'atelier d'Hervé Obligy, sculpteur et marketteur sur pierre. Ces minéraux attendent d'être transformés en objets décoratifs comme des stylos, des cadrans de montres ou encore du mobilier. Dans son atelier, Hervé restaure et crée aussi selon ses envies ou les commandes de ses clients. Mais quelle est la différence entre la marqueterie et la sculpture ? Le principe de la marqueterie, c'est d'ajuster des matières de couleurs différentes, les unes à côté des autres, avec le moins de joints possible. Bon. Donc on va créer et découper des lamelles fines de pierre que l'on va essayer d'ajuster les unes aux autres. Enfin, pas essayer d'ailleurs, on va réussir à les ajuster les unes aux autres. Ces marqueteries seront utilisées pour du mobilier ou encore pour des sols ou des tableaux. La sculpture, on va travailler sur l'ensemble de la pièce. Donc voilà, si la différence, il y en a une, c'est ça. Le métier de glypticien ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. Et c'est après une formation d'ébéniste qu'Hervé découvre les pierres semi-précieuses auprès de son maître d'art. Il laisse donc tomber la tendresse du chêne pour la fragilité de ces pierres qui ne le laissent pas de marbre. J'étais mieux dans mon élément de pierre dure que dans le bois. Alors pour plusieurs raisons, peut-être la principale, c'est qu'on trouve des couleurs, des pierres qu'on n'avait jamais vues. Alors ça, je trouve ça fascinant. Et puis, je dirais, l'intérêt des pierres de couleur, c'est qu'on peut arriver sur 1 cm² à trouver un univers absolument formidable, ce qu'on n'a pas forcément dans le bois. Des pierres dures et fragiles qui, entre les mains d'Hervé, deviennent des objets de luxe. Comme cette série de stylos qu'il a imaginé il y a maintenant une quinzaine d'années. Hervé part d'une pierre et y sculpte des tubes qu'il transforme ensuite en stylo-plume. L'idée est toujours, dans ces travaux-là, de mettre en avant la matière. Par exemple, cette matière-là, qui vient d'Algérie, j'en ai tiré des grands tubes, donc ça va faire un objet en agate jaspée d'une belle qualité.
Et tant qu'il y aura des pierres, Hervé continuera ses stylos. La deuxième activité d'Hervé, c'est la marqueterie sur pierres semi-précieuses. Pour cela, il taille de fines tranches dans la même pierre et assemble les morceaux comme une sorte de puzzle. En ce moment à l'atelier, il est sur la création de plusieurs tables, dont celle-ci en lapis-lazuli. On part d'un bloc de pierre comme celle-ci. Et pour faire une marqueterie, on va faire des tranches fines de quelques millimètres. Et une fois l'ensemble débité, on va essayer de raccorder toutes ces tranches fines. Là, par exemple, il y a eu l'assemblage de 2 plaques. Les différents morceaux de pierre vont devoir s'imbriquer les uns dans les autres sans voir les jointures, un travail minutieux qui se joue au millimètre près. Mais pour créer, Hervé a besoin de ces gros cailloux qui décorent chaque recoin de l'atelier. Un stock de pierres provenant du monde entier. Hervé rachète des stocks à des personnes du métier ou participe à des bourses de minéraux. Chaque pierre l'inspire, alors n'allez pas lui demander quelle est sa préférée. Elles sont toutes intéressantes et je dirais c'est presque la dernière travaillée, celle que je préfère, ou celle à travailler qui va devenir intéressante. Non, je pense que on ne peut pas aimer. Il y a des. Je parlerai en harmonie. Alors il y a certaines pierres que j'accolerai bien à d'autres parce que je trouve qu'elles vivent bien ensemble. Voilà, mais après, je crois que je les aime toutes un peu pour des raisons différentes en fin de compte. Derrière cet homme de pierre se cache donc un cœur tendre. Bottes, sandales, escarpins, l'homme qui chausse les femmes, c'est Michel Vivien. Matière noble et savoir-faire made in France sont au rendez-vous. Élégante, sensuelle et pragmatique, avec les chaussures de Michel Vivien, c'est la femme moderne de tous les jours qui est mise à l'honneur. Et s'il creuse dans ses souvenirs, on devine pourquoi le créateur attache autant d'importance à ses souliers. J'avais un goût pour les nanas, pour les femmes, très prononcé, très gamin, très tôt, très obsessionnel. Et puis, oui, j'ai toujours eu les mains, mes mains ont toujours été faiseuses, bricoleuses, tricoteuses. Les mains, pour moi, c'est 2 outils de mon cerveau et je suis très exigeant avec elles. À sa majorité, Michel quitte les bords du lac d'Annecy pour la capitale. Passionné par le dessin et la peinture, il entame une première année aux Beaux-Arts. Dans sa classe, un camarade dont le frère possède une marque de chaussures lui propose de dessiner un modèle. C'est comme ça que 6 mois plus tard, un peu par hasard, Michel se retrouve à apprendre le métier aux côtés de Georges Carrel, célèbre chausseur français des années 50. Un merveilleux monsieur qui me parlait toujours de son chaussant, de sa parisienne, son chaussant, ses millimètres, ses millimètres, ses millimètres. Donc j'ai immédiatement compris que je rentrais dans un métier de très très sérieux, très technique. Et avec cette petite usine qui était à Blois, j'ai fait une immersion complète. C'est en étant beaucoup dans l'usine de Blois que j'ai commencé à faire les talons, les formes. Voilà, parce qu'on travaillait on faisait des défilés et pour aller plus vite, je me suis mis à faire les volumes. Après Carrel, la liste des grands créateurs s'allonge. Thierry Mugler, Michel Perrin ou encore Yves Saint-Laurent. Chaque génie de la mode lui laisse la liberté de créer. Pourtant, en 1998, Michel décide de lancer sa propre marque. C'est un moment où la mode prend un vrai virage business, donc équipe plus lourde. Moi, je suis habitué à tomber le boulot tout seul. Là, on commence à me mettre pas mal de personnes autour, des techniciens, des choses. Donc bon, ça évolue. Je me suis entraîné gentiment chez les autres, oui, c'est ça. Je suis arrivé chez Vivien, j'ai rien découvert, j'ai continué. J'ai continué à dérouler la même veine, parce que j'en ai une de veine. Je suis assez honnête dans ce travail. J'ai posé des axiomes. Je ne suis pas là pour me faire remarquer, mais je suis là pour vous faire remarquer, mais remarquer dans une fluidité, Voilà. Je suis un travailleur je travaille pour la femme du jour, ce qui a été pas mal oublié ces dernières années. Et ce que le créateur n'a jamais oublié non plus, c'est l'artisan qui existe en lui. Je le fais pour une raison très simple, j'adore ça. C'est une manière de totalement maîtriser
mon produit. Je n'ai pas du tout envie de confier cette performance à d'autres. Je suis là pour respecter une certaine ligne et je trouve que je suis le mieux placé pour le faire. Le moment de limer, par exemple, tout simplement, ce moment-là, aujourd'hui, c'est un moment, avec l'expérience et ma mémoire, c'est plusieurs choses qui travaillent. Ça va être la force de l'avant-bras, la tension de la main, mais c'est aussi les oreilles. Mes oreilles aussi écoutent ma force. Donc on n'imagine pas, mais c'est toute une petite musique. Et elle est très obsédante comme musique et en fait on se retire du monde. Se retirer du monde, peut-être pour mieux connaître les femmes. Ce qui a toujours fait l'unanimité chez les clientes Michel Vivien, c'est le confort des chaussures. Le plus important, ça va être le point d'arrivée, pas le point de départ. Et le point d'arrivée, c'est d'être gracieux, c'est d'être alerte, c'est d'être, comme je vous disais, d'essayer d'aller vers le ciel. Et le plus important, c'est ce qu'on appelle, j'aime beaucoup le mot en italien, ils appellent baricentro. C'est l'axe qui porte tout le corps, la tête, voilà. Ce qui va me retenir, c'est ça, c'est d'aller le moins vers le déséquilibre, d'être le plus sérieux dans la dynamique. On est des constructeurs, hein, on est des architectes. Une fois la structure établie, c'est l'esthétisme qui s'exprime. Des matières nobles, des tressages, des couleurs, une certaine sobriété. Il est à la fois un créateur raisonné et un technicien talentueux. Yasmine l'a rencontré lorsqu'il lançait sa marque. C'est à la fois la créatrice et l'amie qui porte un regard sur son travail. Il connaît la chaussure, c'est vraiment un vrai chausseur dans le sens de bien-être, de fabrication, des formes, etc. Et c'est aussi quelqu'un qui sent ce qu'on a envie, c'est aussi quelque chose de très mode et en même temps intemporel. 2018 sonne les 20 ans de la marque Michel Vivien. Et pour cet anniversaire clé, le créateur s'offre un beau cadeau, une boutique parisienne pour ses petits souliers. Bonjour Michel. Bonjour Katharina. Merci de nous recevoir dans votre bel espace dans le faubourg qui vous ressemble bien. Au départ, c'était la peinture, la sculpture sous la direction de Pierre Lilski. Mais devenir artisan de chausseur, il faut quand même l'apprendre. C'est très technique, chaque geste est précis. Moi, j'aurais bien aimé à l'époque apprendre chez les chausseurs, mais on me renvoyait toujours aux études. Mais je n'avais pas la patience. Donc j'ai fait 3 mois de modélisme en Italie très rapidement. Et ensuite, j'étais embauché, j'ai appris chez Carrel. Et avec Carrel, on avait la chance de faire des défilés. Alors c'était Poppy Morini, Martine Sidbon, mais c'était aussi Thierry Mugler. Donc mes professeurs, j'ai eu des cours accélérés avec des gens... Alors ça change quelque chose de créer pour un défilé? Le défilé, moi j'adore. D'abord, c'est le seul moment où je participe à un spectacle. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup être interprète. Je veux dire, je m'en fous d'exprimer toujours. J'aime aussi beaucoup traiter, donc faire l'instrument. C'est un moment où on peut chercher la fulgurance, quoi. Et je me souviens de pas mal de stylistes qui m'ont dit « Alors, c'est la chose la plus extrême que tu aies fait ?» Et à chaque fois, je disais « Non, vous savez, avec Monsieur Mugler. » Et vous avez aussi travaillé de 2000 à 2002 avec Yves Saint Laurent. Alors oui, Qu'est-ce que vous retenez? Je dois dire que j'en suis encore tout rosy de flatterie. C'était merveilleux parce que je me suis retrouvé dans le cadre d'une petite équipe chez Saint Laurent parce qu'il était resté juste la partie haute couture. Donc le bureau j'étais à 3, juste à côté de Monsieur Saint-Laurent, dans le dernier étage. Les copines avec qui je travaillais, c'était Loulou de la Falaise, Madame Munoz, que des gens remarquables. Alors si on peut parler d'un style, Michel Vivien, moi je trouve qu'il y en a un, c'est avant tout, vos chaussures sont très belles, elles sont indémodables et puis elles sont confortables. J'achète des cuirs très chers. Donc ça, à partir de là, j'ai déjà énormément de facilité, d'accord? Parce que le cuir, ça va être le contact et c'est lui qui va s'exprimer. Vous parliez des cuirs, vous les sélectionnez avec soin et puis vous les mélangez aussi. Oui. Ou est-ce que la matière est une source d'inspiration principale aussi? Dans mon métier, moi j'utilise beaucoup de cuir, peu de tissu, parce que le tissu n'a pas de souplesse. La trame, c'est bloqué, donc sur un pied, on a besoin de cette souplesse. Je me fournis en France et en Italie, effectivement, les plus belles choses.
Moi, je fais de la peinture. Mon tricot, c'est la peinture. Donc, j'ai des boîtes de couleurs en permanence ouvertes. Donc, la couleur, c'est mon monde. Ça se réfléchit pas, ça se touille, ça se... Et heureusement, oui, on fait un métier de sensuel. Donc, les matières, c'est de la sensualité, du grain, voilà. Ouais. Avec vos chaussures, c'est vrai qu'on peut les mettre, bien sûr, il y a été-hiver, mais on peut les mettre à travers les saisons, à travers les modes, ça va toujours bien. C'est aussi le signe que le design va bien. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de ne pas me répéter, donc de ne pas convenir facilement de ce que je sais faire, mais d'essayer de rénover. Mais donc on tourne autour d'un socle très sérieux. En fait, aujourd'hui, j'ai posé un chausson, j'ai posé des formes. Mon modèle qui se vend encore pas le mieux puisqu'il s'est fait dépasser, mais enfin on a encore un modèle qui s'appelle le Carlouse. C'est une chaussure que j'ai jamais retouchée depuis le jour où je l'ai fait. Elle doit avoir 12 ou 13 ans. Bah, elle vieillit très bien. Oui, je l'espère. C'est vestiaire masculin et puis c'est pour vous rendre gaillarde, pour embêter ces messieurs. Donc moi je suis très content d'être là pour vous armer. On est très content de vous avoir, Michel. Merci beaucoup. Très bien. Vous avez envie de dire oui, mais personne ne vous a encore passé la bague au doigt. En faire à office de cavalier, venez avec nous dans un repérage spécial mariage. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir les petites fées du mariage. D'un coup de talent, elles créent des broderies luxueuses et des pâtisseries majestueuses. Attention, préparez vos yeux et vos papilles. Qui n'a pas rêvé de se marier dans une robe de princesse? Direction Levallois-Perret, à quelques mètres du 17e arrondissement de Paris, dans l'atelier de Corinne Bizet. Ici, grâce à la broderie, on transforme les robes de mariée, même les plus basiques. La définition de broderie, c'est l'ennoblissement. C'est le petit plus qui fait qu'une robe devient exceptionnelle, qu'un accessoire devient exceptionnel. Et si on s'achète une petite robe très simple, même en prêt-à-porter, et que dessus on met une broderie, un joli accessoire, une jolie ceinture, ça vous transforme une robe de prêt-à-porter en robe couture. C'est le détail magique. Ici, ceinture, diadème, barrette pour tenir le voile, manchettes, bracelets, bandeaux sont tous brodés. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas forcément vieillot. Reprenez la robe de votre grand-mère, Corinne en fera une robe dernier cri. Vous avez vraiment tous les styles. Vous avez la jeune fille qui veut quelque chose de très art déco, très ancien. Voilà. Vous avez celle qui adore le doré, qui veut des fleurs complètement exubérantes. Vous avez celle qui veut quelque chose de très délicat avec de la dentelle. On n'a vraiment pas de limite, donc tout marche. On fait de la 3D, on fait des choses à plat, on fait des choses très petites, très petites avec des perles minuscules qui passent même pas sur une aiguille. C'est à nous de nous adapter au style de la jeune fille. Mais une fois que vous êtes sûr de votre style, surtout laissez Corinne opérer. On est quand même maître de notre art, donc rien n'est effectivement dessiné, figé. On fait très rarement des dessins. Et c'est en brodant qu'on donne l'élan, qu'on donne qu'on introduit notre âme. Perles de culture, strass, paillettes ou même cristaux Swarovski, à vos goûts, prêtes, brodées. On pourrait en faire tout un plat, mais il est temps de passer au dessert. Et pas n'importe lequel. Direction le 11e arrondissement de Paris, ici, c'est le paradis des gâteaux de mariage. Mais fini la pièce montée de mamie, place au gâteau design. Je veux que les personnes se disent « Waouh, c'est tout en finesse, mais c'est exactement les mariés ». Stéphanie crée ses gâteaux elle-même et elle brise les clichés d'une pâtisserie américaine lourde et sucrée. Ici, on privilégie le raffinement à la française. Donc le côté esthétique, ça va être plutôt anglo-saxon. Et l'intérieur, ça va être ce côté pâtisserie française, allégé, et pas un cake et une ganache. Et même si vous n'avez pas les mêmes goûts que votre moitié, pas d'inquiétude. L'intérêt du wedding cake, c'est ce qui est important, c'est que chaque étage est séparé. Donc on peut adapter chaque étage, avoir un goût. C'est-à-dire qu'on peut faire de la pistache en haut, du chocolat praliné ou de la fraise. 6 à 7 étages en moyenne qui vont devoir s'unir pour le meilleur. Mais l'autre secret de ce gâteau, c'est son design. Le wedding cake, à mes yeux, est meilleur qu'une pièce montée en chou, pour la bonne et simple raison que l'on peut tout faire, en fait. On peut représenter les mariés en sucre, on peut également
mettre la personnalité de chacun, tout est faisable. Et c'est ce qui est recherché en fait dans ce wedding cake. C'est qu'on peut jouer avec les couleurs, les textures, les effets. À partir de là, demandez ce que vous voulez. Romantique, mignon, sportif, cartoon, classique, festif, animalier ou naturel, Stéphanie va rendre votre gâteau de mariage unique. Quand la pièce arrive, on dirait une œuvre d'art. Donc ils ont peur de la couper, ils ne savent pas, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un vrai gâteau parce que c'est tellement joli, tellement abouti avec les peintures, les paillettes et les fleurs en sucre. Et voilà, maintenant qu'on vous a dégoté une robe de princesse et un gâteau digne d'un mariage royal, il ne vous reste plus qu'à trouver le prince charmant. Lisa Gachet a plus d'un tour dans son sac, ou plutôt dans son blog. Elle a créé sa marque de vêtements, il paraît que même nous, on peut apprendre à le faire. D'origine bordelaise, Lisa Gachet a posé ses valises à Paris en 2006 pour y étudier le stylisme à l'école du Perret. Après plusieurs expériences dans de grandes maisons, elle décide de lancer un blog de do-it-yourself en 2012, sans trop savoir où cela l'amènerait. J'en avais un peu marre d'être la petite main et d'être derrière, et j'avais envie que mon travail compte aussi. Mais je dis souvent que j'avais une petite voix qui me disait que ce serait difficile de travailler toute sa vie pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai essayé de faire taire cette petite voix rapidement parce que je ne savais pas qu'une autre voix était possible. Enfin, j'avais la sensation que j'avais quelque chose à dire à ce moment-là et j'ai eu la chance de rencontrer des milliers de lecteurs, de followers, je ne sais pas comment on peut les appeler, de ces bonnes âmes qui m'ont suivi et qui faisaient confiance dans mon jugement, dans ce que je racontais. La devise de Lisa, quand la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. Très vite, elle devient la reine du do-it-yourself. Déco, couture, cuisine, tout y passe et elle prouve à ses lecteurs que le fait main ne rime pas avec collier de coquillettes ou pull mal tricoté, mais avec lustre tendance et robe vintage. Juste leur montrer qu'eux aussi sont capables de faire des choses, mais ça peut être quitter son boulot et se lancer dans une aventure entrepreneuriale comme se mettre à la couture alors qu'on a été allergique aux travaux manuels toute sa vie. En fait, je dis souvent que le meilleur des compliments, c'est quand je lis que j'ai donné aux gens envie de faire avec un grand F majuscule. Au fil du temps, le blog Make My Lemonade est devenu une entreprise. Aujourd'hui, Lisa n'est plus seule dans son salon, mais dans un grand bureau et entourée de ce qu'elle appelle la Team Citron. Ça s'est fait de façon hyper organique. À un moment, je ne pouvais plus le faire toute seule, donc j'ai commencé à recruter des gens et on est une petite famille parce que tout le bureau donne un peu son avis. Et on sait si ça va marcher quand tout le monde est excité. On va ah mais ça, mais si, mais ça. Et quand une pièce c'est un peu genre ouais bof, soit on laisse tomber, soit on demande ok mais pourquoi? Alors dis-moi pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce que tu changerais pour que ce soit différent? C'est un vrai échange, mais il y a un côté. Chacun a sa vision, chacun a une façon différente de porter ses vêtements, chacun attend quelque chose de différent de la pièce qu'il a envie de porter. À ce moment où je vois que ça ne m'appartient plus et que ça leur appartient aussi, là, ça prend son sens, quoi. C'est magique. Depuis 3 ans, Lisa et son équipe ont lancé leur propre marque de vêtements, avec une nouvelle collection chaque trimestre. Mais Lisa n'oublie pas les intrépides et les aventurières de la machine à coudre en proposant des patrons de la collection, agrémentés d'un tuto step by step pour vous aider. Et là encore, c'est un véritable travail d'équipe. Je dessine des silhouettes un peu approximatives, j'en parle avec Laure et Philippine qui travaillent au modélisme et au stylisme avec moi. Et ensuite, elles me disent « ouais, moi je vois plus style comme ça », enfin, c'est un vrai échange. Et l'idée, c'est... moi, je suis pas modéliste de base, donc j'ai une idée globale, j'ai une photo d'un tombé, d'une matière que j'ai envie d'utiliser. Et là, elles le rendent possible. Comme pour chaque créateur, tout est source d'inspiration. Mais l'on retrouve un esprit très rétro dans toutes les créations et les motifs que Lisa imagine. Tous les motifs sont développés par mes 10 doigts. Et à l'aide de Cécile, qui est notre graphiste, qui m'aide à mettre en forme les rapports de motifs. C'est des clins d'œil un peu des sauts dans le temps. Parce qu'on aime beaucoup le vintage, et, au sens large, on est fan des années 40 jusqu'aux 70.
Donc on pioche dans les époques et on les remet, on va dire, au goût du jour. Les collections au style vintage et acidulé de Lisa ont su s'imposer sur Internet. Et un petit citron nous a dit qu'un projet de boutique devrait bientôt voir le jour. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas, restez chic toujours. Bye!